communication, justement. Donc, je vous disais que le phénomène migratoire en soi est un phénomène absolument d'actualité. D'actualité d'abord parce que, comme je vous le disais, en tant que phénomène social, il est réel, concret, nous le voyons tout le temps. En plus de cela, ça pose des problèmes en termes d'altérité, en termes de contexte. Je ne vais certainement pas reproduire la bêtise de Huntington de parler de choc de civilisation. Il y a un contact, il y a très certainement, il y a des chocs aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur entre des cultures. C'est normal, ça fait partie de la nature humaine. Mais on oublie très souvent justement de voir les ressemblances, les points de rencontre, les points d'échange justement. Et c'est là où je reviens un peu je reviens ou bien je mets en contexte, je mets la question dans un contexte un peu plus large. Je crois qu'il est de notre devoir de le faire et de ne pas rester justement dans l'immédiat médiatique et de penser par exemple, chose que je me plais à le faire en termes d'espèces. Et il est sûr que nous avons des différences, des cultures différentes, etc. Mais on oublie très souvent qu'on fait partie de la même espèce, qui partage la même expérience, qui a commencé quelque part en Afrique il y a 70 000 ans et continue en fait à se développer, pas dans un sens de développement, mais bon, le mot en portugais serait beaucoup plus juste, mais passons. En fait, je crois que quand on oublie la question de l'espèce, on commence à voir beaucoup plus les différences que les ressemblances. Mais en fait, cette espèce humaine, elle a beaucoup plus, certainement, beaucoup plus de ressemblances et de points en commun que de points en différence et de chocs en potentiel. Et justement, sur ce point-là, je peux vous dire que la deuxième question qui m'intéresse dans ce plan-là migratoire, c'est qu'en fait, l'immigration ne sont pas une anomalie pour l'espèce humaine, sont plutôt la norme. On a toujours migré. L'espèce humaine est migrante par nature. On ne migre pas par option. On est migrant par nature. Donc, si on se rend compte de cela, on commence à se poser les questions, en fait, la question d'une autre façon. En fait, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est les termes juridiques, politiques, etc. C'est que, par exemple, si on voit aujourd'hui, si l'immigration ou la migration ou les migrations en général sont beaucoup plus visibles aujourd'hui, ça se doit, comme on peut le voir, par exemple, je vais commencer à trahir encore une fois mes références théoriques, comme on le voit dans le dernier livre de Appadurai, par exemple, qui d'ailleurs c'est lui qui a préfacé notre livre là. Et comme le dit justement Appadurai, Arjun Appadurai, euh, 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 ce qui met en évidence aujourd'hui l'immigration, c'est les statistiques, c'est les frontières, c'est la bureaucratie. Alors que les êtres humains, en fait, ont toujours... Je peux passer des heures et des heures à vous parler de figures historiques, comme par exemple le Marocain vaticané, si on peut dire, Léon l'Africain. Vous connaissez Léon l'Africain. Au Maroc, il était connu comme Hassan Louazan. Au Vatican, il était connu comme Léon l'Africain. Et puis, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, on peut taxer comme un transfuge interculturel. C'est un passeur de culture. Et puis, quand on lit Léon l'Africain de Amin Malouf, on se rend compte que bon, les gens se déplaçaient énormément à l'époque. Ce n'est pas une nouveauté de notre actualité. Donc, il y a ça, d'une part. Et puis, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Hugues de Saint-Victor, qui dit, bon, une citation justement qui a été reprise par Todorov et bon, ensuite par Édouard Saïd. Et moi-même, je vous la repasse en ce moment, c'est qu'il disait justement, Saint-Victor, euh, euh, ceux, celui qui se sent chez eux, en leur terre, ne sont que de pauvres faibles ou quelque chose comme ça. Ceux qui se sentent chez eux, partout dans le monde, sont déjà assez forts. Mais ne sont vraiment forts que ceux qui se sentent étrangers partout dans le monde. Donc, je crois qu'il faut développer justement cet exercice d'étrangeté, de se sentir étranger partout pour comprendre l'autre, pour aborder d'ailleurs, pour adopter cette vision humaniste à laquelle j'adhère complètement. Et je crois justement, en insistant un peu sur ce point civilisationnel, les migrations, pardon, sont justement un vecteur de cet humanisme aujourd'hui. Parce que bon, on peut bien sûr parler de, comme les médias ne se lassent pas de le faire, des catastrophes, etc. Mais on oublie les contacts qui ont, comment est-ce qu'on dit ça en français, qui se produisent tout le temps là autour de nous, autour de nous.
Donc voilà, ouais, mais le problème c'est que on n'a pas encore commencé à traiter de l'essentiel, mais c'est toujours comme ça. Euh, Peut-être que ça serait une provocation pour que vous lisiez le texte final. Mais voilà, donc l'immigration, c'est normal, etc. L'immigration, bon. Le second point, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les discours patriotiques, l'enfermement nationaliste, etc., ça ne marche plus. Ne comptez pas sur ça pour maintenir la filia de vos concitoyens à l'étranger. Il faut beaucoup plus travailler justement la possibilité d'identification vocationnelle, volontaire, etc., qui peuvent être utilisés stratégiquement par les pays d'origine à travers justement, mais ça, il faudrait du temps pour les développer, à travers les médias transnationaux et les TICs, justement. Là, moi, je crois, sans entrer dans les détails techniques, je vois, mais ça, j'arrive, j'ai l'impression de le confirmer, de le prouver dans mon texte, c'est que, en fait, il est possible de passer par ces technologies que j'appelle, que je qualifie de technologies subjectives, justement pour maintenir ce genre de contact. Je me rappelle le travail présenté par Mademoiselle Marie, là, tout à l'heure, et puis je me dis que malgré tous ces problèmes-là, mon expérience au Brésil, par exemple, avec les migrants angolais, dans ce cas-là, c'était en fait, c'est de grands consommateurs, de grands utilisateurs de nouvelles technologies. C'est des gens qui sont, justement, comme Évariste le disait, non, c'est Benchina qui le dit, Évariste, je crois qu'aussi l'a dit, c'est qu'en fait, quand on est migré, quand on est migrant, quand on vient d'un pays du tiers-monde, d'un pays pauvre, on est obligé d'être inventif et créatif. Donc, c'est des gens qui se débrouillent d'une façon absolument phénoménale pour maintenir le contact avec les familles, justement, pas avec le pays d'origine. On est dans une situation post-nationale. Ils maintiennent leur contact avec le groupe d'origine, avec la famille d'origine à partir de ces médias-là, à travers de ces technologies-là. Et puis il y a tout un commerce qui se développe autour de ça. Il y a tout un rituel aussi qui se développe parce que les gens, quand par exemple, ils vont à l'aéroport pour entrer en contact avec les voyageurs qui vont en Angola pour envoyer recevoir des cadeaux, envoyer des cartes, des trucs comme ça. C'est toute une activité sociale qui se produit autour de cela. Mais moi, ma conclusion sur ce point-là des Angolais au Brésil, c'est qu'en fait, c'est des gens qui utilisent profondément les nouvelles technologies. Le deuxième point, c'est qu'en fait, et ça concerne tous les immigrés, toutes les personnes dans ce cas-là, dans ce contexte de migration, c'est qu'on est obligé d'utiliser ces nouvelles technologies aussi dans le cadre des communications, des médias communautaires, parce que c'est les médias communautaires qui maintiennent la cohésion du groupe, qui maintiennent cette identification aussi bien au groupe local dans le contexte de l'immigration que aussi par rapport au pays ou à la région d'origine. Donc, ce point-là aussi est très important. La globalisation, je vais sauter ce point-là. Je vais vous parler juste de vous dire que la globalisation est d'abord un problème, une question techno-communicationnelle avant qu'elle soit culturelle, avant qu'elle soit financière, avant qu'elle soit... Et on oublie très souvent ça, c'est qu'il y a une sorte d'économie symbolique de cette communication-là, c'est qu'en fait, il y a, pardon, c'est pas je voulais parler d'économie politique de cet aspect technologique dans la mesure où ce sont des câbles, des satellites, etc., qui permettent l'insertion dans ce monde virtuel. Donc, à partir de là, l'avant-dernier point, c'est qu'en fait, là, et puis là, il faut vraiment s'approfondir pour développer ce point-là, c'est à partir de là, il y a une possibilité de construction d'une sphère transnationale, d'une sphère publique transnationale. À partir de cette transfert, de cette sphère publique transnationale, on peut passer de l'appartenance transnationale, comme je le disais, passive, à la revendication, à une position beaucoup plus active de citoyenneté, en essayant de définir citoyenneté contre consommation à partir d'un travail, à partir de Canclini, le Mexicain par exemple, où la consommation serait en quelque sorte un peu passive, alors que la citoyenneté est un acte quotidien revendicatif. Bon, d'accord, oui, très bien. Donc voilà, donc, nous avons donc cette possibilité de construction d'une sphère publique transnationale à partir de laquelle, en fait, on peut exercer cette citoyenneté globale, active, dans ce sens-là où
nous aurons la possibilité de construire un tissu des réseaux sociaux où justement on n'a plus besoin d'être sur place pour défendre des questions d'ordre général, comme par exemple la liberté d'expression, le droit de la personne, ou aussi des questions locales comme le développement local ou la question environnementale aussi. Donc, ça, c'est grosso modo, c'est un peu ça, c'est de ça que je voulais vous parler. Le dernier point auquel il n'y a plus moyen de s'arrêter, c'est justement quelques recommandations pratiques pour mettre ces nouvelles technologies et cette sphère publique transnationale au service justement des communautés immigrées pour, d'une part, se renforcer sur place, défendre leurs droits sur place dans la société d'accueil, et d'autre part, contribuer justement efficacement et de façon pratique au développement des pays d'origine. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci bien. Est-ce que notre